Bonjour et merci à tous d'être là aujourd'hui. Donc, on a la chance d'avoir avec nous David Finch, qui est le directeur général et fondateur d'Ixios. Et bien sûr, tout le monde connaît depuis très longtemps Ixios Gold. Mais aujourd'hui, on a décidé de mettre l'accent sur un nouveau fonds, une nouvelle stratégie qui s'appelle Ixios Energy Metals. Donc, peut-être David, commencer par présenter Ixios et ensuite expliquer l'impact et en fait tout l'intérêt de ce fonds aujourd'hui. Bon, Ixios, c'est une société qui était créée au sein de ex-BNP Paribas en 2019. On gère quatre fonds qui sont des SICAV de droit français, dont Energy Metals. La société gère à peu près 250 millions d'euros aujourd'hui, répartis entre les quatre fonds. Euh, et aujourd'hui, la société, bon, depuis un an maintenant, est indépendante. Donc, on a fait un buyout auprès du groupe BNP Paribas. On est implanté à Paris. On est trois gérants et quatre autres personnes dans la société. Et donc, la question qu'on se pose aujourd'hui, pourquoi avez-vous décidé de lancer le fonds Ixios Energy Metals? Parce qu'on pense que le thème de la transition énergétique est vraiment structurant dans l'économie mondiale. Pour vous donner une petite idée, le capital, l'investissement nécessaire pour arriver à carbone neutre d'ici 2050 est estimé à 150 trilliards de dollars. Donc, c'est une somme qui représente un investissement de 7% du PIB mondial tous les ans pour les 28 années à venir. Donc, je pense que la transition énergétique sera un driver structurel de la croissance dans l'économie mondiale pour les 3 décennies à venir. Et je pense qu'on ne fera pas marche arrière. Je ne sais pas si on arrivera à carbone zéro 2050, mais l'agenda vert, c'est officiel. Toutes les grandes sociétés, tous les gouvernements l'ont adopté. Et il y a beaucoup de capital politique et intellectuel investi dans ce projet. Euh, et je pense qu'il y a un deuxième driver pour la transition énergétique, une deuxième raison pour laquelle on fera un maximum d'efforts, et ça, c'est l'indépendance énergétique. Euh, et on a vu avec l'invasion de l'Ukraine et les conséquences pour l'Allemagne, qui était très dépendant de la Russie pour son énergie, que être dépendant de l'extérieur, ce n'est pas une bonne idée. Et c'est notamment le cas pour la Chine, qui est loin devant tout le monde dans la transition énergétique. Et ce n'est pas des soucis écologiques qui drivent ça, c'est le fait que la Chine aujourd'hui dépend de l'extérieur pour 60% de ses besoins en énergie. Euh, et ce n'est pas une position stratégique très confortable pour eux. Donc, qui génère de l'électricité chez soi via des renouvelables, que ce soit l'éolienne, le solaire ou le nucléaire, atteint l'indépendance énergétique. Et c'est ça le but de beaucoup de pays, je pense, et les États-Unis aujourd'hui commencent à se réveiller et faire des investissements dans ce sens. Et pour moi, le gros goulot d'étranglement dans ce process, c'est la disponibilité des matières premières nécessaires pour la transition. Et donc, ce slide démontre l'intensité en utilisation de métaux de la transition énergétique. Vous voyez juste une voiture électrique par rapport à une voiture thermique sur les premiers deux barres. C'est sans comparaison la quantité de métal qu'il faut et souvent des métaux dont on n'avait pas trop besoin avant. Donc, il faut créer beaucoup de nos ressources. Et on voit ça aussi côté génération. Les éoliennes, le solaire utilisent beaucoup plus de métal par mégawatt-heure généré
que le charbon et le gaz naturel. Donc, pour nous, au lieu d'être investi dans les producteurs d'éoliennes ou de panneaux solaires, on pense qu'il y a plus d'upside pour l'investisseur d'être investi dans les producteurs des métaux nécessaires pour cette transition. Alors, depuis tout à l'heure, M. Finch, vous nous avez parlé du mot métaux de la transition énergétique. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer ce que, selon vous, un métal à la transition énergétique, pour qu'on puisse un petit peu comprendre les sous-jacents de Ouais. ce fond? C'est tous les métaux nécessaires pour effectuer la transition énergétique. Donc, là, vous voyez des exemples du matériel physique qui est nécessaire. Les éoliennes utilisent des terres rares, comme on sait, mais aussi du zinc et du cuivre, des câbles de cuivre pour les relier au réseau énergétique. Évidemment, le nucléaire et la Chine, surtout pour la Chine, le nucléaire, ça fait partie de la transition énergétique. Donc, on a besoin d'uranium. Pour les voitures électriques, comme on sait, on a besoin pour les batteries de lithium, de graphite, de cuivre, de cobalt, de manganèse, de nickel. Pour les panneaux solaires, on a besoin d'argent, de zinc, de cuivre. Pour les batteries de stockage en réseau, on a besoin de lithium et vanadium. Et évidemment, pour la transmission et la distribution de toute cette électricité dont on va avoir besoin, on a besoin de cuivre pour les câbles. Donc, ça, c'est nos principaux métaux. Et on est investi dans les producteurs, les sociétés minières qui produisent ces métaux. D'accord. Alors, après cette introduction sur les termes un peu précis et l'histoire d'Ixios, est-ce que vous pourriez nous faire un petit peu un point sur l'offre et la demande de ces minéraux, donc les minéraux de la transition écologique actuellement, s'il vous plaît? Ouais. Et c'est pour ça que je pense que il y a beaucoup plus de leviers d'investir via des sociétés minières, parce que évident, c'est qu'aujourd'hui, on a assez de métal pour effectuer la transition énergétique. Ce tableau résume un travail fait par la Commission géologique de Finlande, qui a publié un document, c'est un énorme document, mais ils ont essayé d'estimer la quantité de métal nécessaire pour effectuer la transition énergétique. Et c'est une énorme tâche. Il y a 1,2 milliard de véhicules sur la planète, dont aujourd'hui, moins de 2% sont électriques. Donc, il faut remplacer toute la flotte de véhicules sur la planète. Et évidemment, il faut remplacer tous les centrales à charbon et à gaz. Et il faut mettre en place l'infrastructure pour transporter et distribuer cette électricité et de le stocker. Donc, ils estiment qu'on a besoin de 4,3 milliards de tonnes de cuivre, par exemple. Les réserves aujourd'hui identifiées sous terre sont de 880 millions de tonnes. Donc, on a identifié sous terre seulement 20% du cuivre nécessaire pour effectuer la transition énergétique. Une mine de cuivre, entre la découverte et la première production, prend au moins 15 ans. Donc, c'est sûr, si on veut avancer rapidement, il va y avoir une pénurie de métal. Mais vu, surtout pour la Chine, la nécessité géopolitique d'atteindre l'indépendance énergétique, je pense qu'ils vont payer le prix. Et le mécanisme de rationnement du peu de métal qui est disponible, ça va être une hausse du prix structurel de tous les métaux nécessaires pour la transition énergétique. D'accord. Alors, suite à cette présentation et ces chiffres assez intéressants, est-ce qu'il vous est possible de nous présenter le fonds, du coup, Ixios Énergie Métal? Ouais, ouais. Donc, ça, c'est la performance du fonds depuis sa création, il y a un peu plus de 2 ans. Le fonds est investi dans un portefeuille diversifié de sociétés minières qui produisent les métaux dont on a parlé. C'est un fonds qui est investi pas dans les grosses sociétés minières qu'on connaît tous, les BHP, les Rio Tinto, anglo-américaines, car ces sociétés produisent un cocktail de métaux
dominés par le minerai de fer, qui est la matière qu'on utilise pour fabriquer l'acier. Donc, 60 à 70% de leurs revenus proviennent du minerai de fer. Et pour nous, le minerai de fer n'est pas un métal de la transition énergétique proprement dit. Donc, on est plutôt investi sur des sociétés de taille moyenne qui produisent un seul métal pour qu'on puisse doser l'exposition. Et l'exposition du fonds aux différents métaux change régulièrement en fonction de notre vision plus court terme de l'évolution du prix des métaux. Et c'est un fonds qui utilise, pour la sélection de ces valeurs, on a un process qui est assez rigoureux, qui comprend des éléments d'exclusion, notamment en termes de risque géopolitique et de liquidité. Il y a un volet très important de ISR dans le process. Et il y a une quantité de due diligence qui est fait avec les managements des sociétés et des visites de mines, qui est une partie très importante de notre process. Donc, on ne fait jamais un investissement sans avoir fait une réunion avec le management de la société, voire avoir visité les mines qu'ils opèrent. Le fonds a été attribué le label ISR de l'État français il y a 6 mois maintenant. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous parce qu'il y a très peu de fonds investis dans des sociétés minières qui ont ce label. Moi, j'ai une question juste peut-être sur les valeurs. Est-ce qu'il y a un turnover important sur le fonds par rapport sur les 60 valeurs? Pas vraiment. On a des positions cœur. C'est des sociétés qu'on a identifiées qui incarnent vraiment ce qu'on cherche. Le turnover dans le fond, c'est plutôt drivé par une réallocation entre l'exposition aux différents métaux. Donc, l'année dernière, par exemple, le lithium, le prix du lithium métal a fait x5. Il y avait une grosse pénurie, il y avait une petite bulle sur le prix. Les valeurs qui produisent du lithium ont explosé à la hausse. Et en fin de l'année dernière, on a pas mal pris des bénéfices dans ce secteur et on a réalloué les capitaux au secteur de cuivre, que lui, il avait beaucoup moins bien performé en 2022. Donc, c'est ce genre de process qui drive le turnover dans le fond. Et si on parle de market cap, tu pourrais le situer où, le fonds? Le gros du fonds est investi dans des sociétés qui ont des capitalisations boursières entre 5 et 20 milliards de dollars. Mid cap? Oui, c'est Large cap, des gros mid-cap ou des petits large-cap. Et peut-être pour conclure, quelle est ta vision du marché donc sur 2023? Oui, donc un des avantages d'être sur ce créneau, c'est qu'on a commencé un cycle de M&A assez important parce que les grosses sociétés minières, ils sont très conscients qu'ils sont trop dépendants du minerai de fer et que l'avenir, ce n'est pas le minerai de fer, c'est les métaux de la transition énergétique. Donc, ils commencent, et comme ils ont un pipeline inadéquat pour développer des ressources qui vont changer la donne pour ces grosses sociétés, ils sont en train de faire du M&A. Et donc, on a eu BHP qui a acheté le premier producteur de cuivre en Australie, OZ Minerals. Ce matin même,
Une des sociétés qu'on a en portefeuille qui s'appelle Copper Mountain, qui est un producteur de cuivre canadien, a reçu un bid d'un autre producteur de cuivre canadien. L'année dernière, on a eu beaucoup d'activités de M&A dans le lithium, où les grosses sociétés minières ne sont pas du tout exposées. Une industrie qui est dominée aujourd'hui par la Chine. Et donc, je pense que ça va être un driver supplémentaire pour la performance du fonds, clairement, en 2023. Sinon, ce qui est très clair, c'est que même à court terme, il y a une pénurie de stock des métaux nécessaires. Et donc, on est très positif sur l'évolution du prix des métaux pour le reste de 2023. Ok. Merci beaucoup. Je pense que c'est très intéressant et c'est vrai que je trouve que la thématique M&A peut vraiment être un driver intéressant. Ouais. En fait, aujourd'hui, surtout en 2023, parce que avec la forte augmentation. Merci beaucoup, David. Et puis, donc, le fonds est bien sûr un fonds UCITS. Donc, comme tu l'expliquais, avec une thématique très ESG et en fait ISR, ce qui est rare sur cette thématique, et bien sûr en liquidité quotidienne. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup.